Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est de poursuivre le cours sur les applications linéaires. On verra en particulier les opérations que l'on peut faire sur des applications linéaires et également quelques applications linéaires particulières que vous devez connaître. Mais avant, regardez, je voudrais faire un petit complément au cours précédent qui portait, je vous le rappelle, sur les applications linéaires déjà, mais leurs noyaux, leurs images et leur relation avec les sous-espaces vectoriels. Alors, le complément concerne une remarque finale qui a été vue ou qui aura été vue, suivant que vous regardez la vidéo avant ou après, dans l'exercice 17 des feuilles de TD. Alors, je prends F, une application linéaire d'un espace vectoriel grand E plus point, c'est un K espace vectoriel. Et regardez, pour le cours d'aujourd'hui, on va changer la notation de l'espace vectoriel d'arrivée. Dans le cours précédent, il s'appelait E', parce qu'il y avait des sous-espaces vectoriels de grand E qui s'appelaient F, etc. Ici, je vais l'appeler grand F. Donc, grand F pour plus et point sont bien sûr des cas espaces vectoriels. Alors, cette application de grand E dans grand F étant donnée, je fixe également un vecteur B dans grand F, l'espace d'arrivée. On considère alors l'équation, dite équation linéaire, petit f de x égale B, où, attention, B est fixé, et l'inconnu est x dans grand E. Alors, dans ce cas-là, deux cas se présentent. Si petit b, le vecteur petit b, n'est pas dans l'image de f, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas d'antécédent par petit f. Donc, E n'a pas de solution. Deuxième cas, opposé, si le vecteur b est dans l'image de f. Alors, il existe x0 appartenant à grand E, vérifiant l'équation petit e. Parce que appartenir à l'image de f, c'est justement admettre au moins un antécédent. J'appelle x0 cet antécédent. Alors, dans ce cas, l'ensemble des solutions de E est, alors, je l'ai appelé ici sol E comme souvent, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x0 plus h, lorsque h décrit le noyau de grand F. Voilà la propriété que j'aimerais que vous reteniez et que vous notiez avant le point suivant. La preuve, faisons-la rapidement pour petit x appartenant à grand E, virgule dans le cas 2. Eh bien, l'équation petit e s'écrit f de x égale b, mais elle équivaut à f de x égale f de x0, puisque b vaut f de x0. Et elle équivaut donc à f de, ouvrez la parenthèse, x moins x0 égale le 0 de f. On s'adapte. Le vecteur d'arrivée, on l'appellera toujours 0, enfin le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée, on l'appellera toujours 0, mais on mettra un petit f, puisqu'ici on a décidé de l'appeler grand F. Mais ça équivaut, poursuivant nos équivalences, au fait que x moins x0 appartiennent au noyau de petit f. Appartiennent au noyau de petit f, puisque le noyau de petit f regroupe justement tous les vecteurs de grand E qui ont pour image 0 flèche dans grand F. Et ça équivaut au fait que x, alors ici on peut écrire encore x moins x0 égale un vecteur petit h où petit h appartient au noyau de petit f, et ici ça s'écrit donc x égale x0 plus petit h, où petit h appartient au noyau de f. Alors, voilà
Le point que j'aimerais que vous notiez avant que nous commencions le point 6.6, donc dans le polycopier, sur les opérations que nous pouvons faire sur les applications linéaires. Alors, paragraphe 6.6, donc, opérations sur les applications linéaires et ensemble formé d'applications linéaires. On va commencer par le point concernant la somme et la multiplication par un scalaire. Alors, attention, d'une ou des applications linéaires. Je vous ai dit qu'on considère deux cas espaces vectoriels, un qui sera celui de départ, grand E pour la loi plus et point, un qui sera celui d'arrivée, grand F pour la loi plus, et point. Je répète que les lois plus et point ici sont notées de la même façon pour simplifier. Elles peuvent recouvrir deux opérations distinctes. De même que les points ici, multiplication par des scalaires, sont notés de la même façon mais peuvent recouvrir des opérations dont la définition sont distinctes. Alors, la proposition qui suit est assez simple. La somme de deux applications linéaires est une application linéaire. Scalaire fois une application linéaire est une application linéaire. On lit ça avec les notations choisies. Si petit f est linéaire de grand E dans grand F et g est linéaire de grand E dans grand F, alors petit f plus petit g est linéaire de grand E dans grand F. De même pour lambda appartenant à K, lambda f est linéaire de grand E dans grand F. Alors, preuve, l'hypothèse étant faite, prenons lambda dans K et deux vecteurs x1, x2. Il s'agit de savoir, alors pour le 1, si f plus g, si f plus g est linéaire. Alors, on va l'appliquer à quoi ici pour... On va choisir des scalaires. Allez, alpha, bêta appartenant à k carré. Alors, je l'applique, cette f plus g, à alpha x1 plus bêta x2. Mon but est de voir si elle est linéaire, donc je l'applique à une combinaison linéaire de deux vecteurs de départ, après avoir choisi des coefficients. Alors, la définition de la somme de deux applications linéaires nous dit que ça c'est f de, ouvrez la parenthèse, alpha x1 plus bêta x2. Pour laquelle je dois sommer petit g de alpha x1 plus bêta x2. Alpha x1 plus bêta x2. Mais vous voyez que f et g étant linéaires, on va pouvoir développer ici et terminer la preuve. Je reviens. Terminons notre preuve avec les notations choisies. Donc j'applique f plus g au vecteur alpha x1 plus bêta x2. J'ai trouvé f de la parenthèse, mais f étant linéaire, ça fait alpha f de x1 plus bêta f de x2, plus g de la parenthèse, mais g étant linéaire, ça fait alpha g de x1 plus bêta g de x2. Remarquez que je peux ici regrouper les deux premiers termes, ça fait alpha facteur de f de x1 plus f g de x1, et ici bêta facteur de f de x2 plus g de x2. Alors, bien sûr, dans le crochet, on reconnaît f plus g de x1. Et dans le deuxième crochet, on reconnaît f plus g du vecteur x2. Alors, ceci assure que f plus g est linéaire. Et bon, c'est le début du cours, hein, je remets les notations en place. Ça veut dire que f plus g appartient à un linéaire de grand E dans
Grand F. Pour le deuxième point, on fait pareil, mais cette fois avec l'application lambda F. On l'applique justement au vecteur alpha x1 plus bêta x2. Ça fait lambda facteur de, ouvrez la page, enfin le crochet, F appliqué à une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Alpha f de x1 plus bêta f de x2, vous reconnaissez, enfin, en réorganisant le crochet, on a alpha lambda f de x1 plus bêta lambda fois f de x2. Mais il suffit de dire que ça c'est alpha fois l'application lambda f en x1 plus bêta fois l'application lambda f en x2. Il faudra que je fasse des plus petites parenthèses aujourd'hui. Autrement dit, ceci assure que l'application lambda f est linéaire. Et là encore, on peut l'écrire lambda f appartient à linéaire de grand E dans grand F. Donc vous voyez que cela n'avait rien de particulièrement difficile. Une remarque, une autre formulation de notre propriété, c'est celle qui est donnée dans le polycopier et qui mélange les deux en même temps. Si f appartient à linéaire de grand E dans grand F, G aussi linéaire de grand E dans grand F, pour lambda et mu appartenant à K carré, l'application lambda f plus mu g, lambda f plus mu g, alors si f et g sont des applications, lambda f plus mu g est elle-même une application. Eh bien, cette application est linéaire de grand E dans grand F. Alors, vous comprenez bien que ceci va nous permettre de dire que quand on regroupe dans un même ensemble toutes les applications de linéaire de grand E dans grand F, il y a stabilité par addition, stabilité par multiplication par un scalaire, ou bien stabilité par combinaison linéaire, c'est-à-dire que ça va être un sous-espace vectoriel de l'ensemble de toutes les applications de grand E dans grand F. Autrement dit, et j'écris ça tout de suite, grand L de grand E dans grand F, là, l'ensemble des applications linéaires de grand E dans grand F est un K-espace vectoriel. Alors, d'après ce que nous venons de dire, on peut écrire la propriété suivante. L'ensemble des applications linéaires de grand E dans grand F est un K-espace vectoriel. Je l'ai écrit au complet au lieu de dire KEV comme je l'écris souvent. Et la preuve, eh bien, on l'a faite juste à l'instant, c'est un ensemble qui est stable par combinaison linéaire. Alors, il faut déjà qu'il soit lui-même dans un espace vectoriel. Pour dire que c'est un sous-espace vectoriel, il faut déjà qu'il soit dans un espace vectoriel. Mais là, je vous ramène tout au début du cours. On sait que si f est un espace vectoriel, tout ensemble de fonctions arrivant dans f est lui-même un K-espace vectoriel. Donc ici, il suffit de prendre l'ensemble. Alors attention à cette notation, hein, f exposant E désigne toutes les applications qui vont de grand E dans grand F. D'après ce qui précède, il est stable par combinaison linéaire, et ceci qui est lui-même
un cas EV. Un cas particulier important, c'est quand E égale F. Quand E égale F, je vous rappelle qu'on écrit grand L de grand E, là, ou L de l'ensemble des applications linéaires de grand E dans grand E. L de grand E, c'est un cas espace vectoriel, puisque si ça marche pour F et G, ça marche pour pour E et F, ça marche pour E et E. Alors, on verra juste après que cet espace vectoriel-là, l'espace vectoriel de toutes les applications linéaires de E dans E, joue un rôle particulier parce qu'il a plusieurs structures algébriques. Voyons d'abord la composition. Composition, toujours pareil, hein, d'applications linéaires. Là, je prends d'abord un petit cas un peu plus général que celui du polycopier. Ce serait dommage de s'en priver. Prenons, alors, pour faire des applications, il faut 3 ensembles. Ici, 3 cas espaces vectoriels. Je les appelle respectivement grand E, grand F, grand G. Proposition, si F est linéaire de grand E dans grand F, et G est linéaire de grand F dans grand G, alors, sa composée, d'une part, existe. Pourquoi existe? Parce que F part de E pour aller dans grand F, et G part de grand F pour aller dans grand G. Donc, c'est G rond F qui existe, et pas F rond G. Et bien, d'autre part, elle est linéaire. Elle est linéaire, cette fois, de grand E à valeur dans grand G. Autrement dit, la composée licite, c'est-à-dire quand on peut la faire de 2 applications linéaires, est encore une application linéaire. Alors, la preuve, si F est linéaire de grand E dans grand F et G est linéaire de grand F dans grand G, on va essayer de montrer que G rond F est linéaire de grand E dans grand G. Pour cela, on prend 2 éléments dans grand E, x1 et x2, 2 scalaires, lambda et mu, et puis, eh bien, on essaye d'appliquer G rond F à lambda x1 plus mu fois x2. Une remarque, en fait, pour être plus cohérent avec ce que j'ai écrit tout à l'heure, on pourrait les appeler alpha et bêta. Ça n'a aucune importance, mais disons que c'est plus cohérent avec les notations, puisque lambda et mu étaient des scalaires que j'ai utilisés pour multiplier les fonctions. Alpha x1 plus bêta x2. Alors, par définition, ça c'est G2, ouvrez la parenthèse, F2 alpha x1 plus bêta x2, mais F étant linéaire, que va-t-on avoir ici? On va avoir F alpha F2 x1 plus bêta F2 x2. Attention, là j'ai utilisé F est linéaire. Oui, mais maintenant, j'utilise le fait que G est linéaire. Donc ici, il y a alpha, facteur de G2, ouvrez la parenthèse, F de x1, plus bêta, facteur de G2, ouvrez la parenthèse, F de x2. Et là, j'ai utilisé le fait que G est linéaire. Eh bien, c'est terminé, puisqu'ici, on reconnaît alpha facteur de G rond F de x1 plus bêta fois G rond F de x2. Autrement dit, si j'applique G rond F à une combinaison linéaire alpha x1 plus bêta x2, j'obtiens alpha fois l'image de x1 plus bêta fois l'image de x2. Donc, à retenir, la composée licite de 2 applications linéaires est encore linéaire. Alors, on va utiliser cette composition, mais cette fois dans L de E, l'ensemble des applications linéaires de E dans lui-même.
Alors, parlons donc de la structure de L de grand E, l'ensemble de toutes les applications linéaires de grand E dans lui-même. Alors, d'après ce que l'on a vu précédemment, L de grand E pour la loi plus et point est un cas espace vectoriel. Attention, ici plus désigne l'addition de deux applications linéaires. Et point désigne la multiplication d'une application linéaire par un scalaire. De plus, et c'est ça qui est intéressant pour la composition, non pas quelconque, mais pour les applications de E dans E, c'est que c'est une loi de composition interne. Alors rond, désignant la composition, est une LCI, loi de composition interne dans L2E. En effet, pour toute application F et G linéaire de grand E dans grand E, F rond G, alors d'abord existe. Si F va de E, de grand E dans grand E, et G va de grand E dans grand E, on peut les composer l'une par l'autre et l'autre par l'une. Donc G rond F, ça existe. Et d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, comme c'est la composée d'applications linéaires, c'est linéaire. Autrement dit, G rond F et F rond G sont linéaires. Remarquez qu'ici, j'ai écrit G rond F, j'aurais pu écrire F rond G aussi. Attention, la propriété assure que ces deux-là existent, que ces deux-là sont linéaires, mais n'assure pas qu'elles sont égales. Rond n'est pas commutatif, on le verra. Alors, la propriété qui suit, et que j'ai déjà encadrée parce que c'est assez naturel quand on a une loi plus, qui est une loi de composition interne, et une loi rond, qui est également une loi de composition interne, la structure favorite, celle qui nous amène beaucoup de propriétés, et qu'on a étudiée souvent, enfin, déjà, je vous rappelle, par exemple pour les polynômes, c'est un anneau. Alors, c'est le cas. L de grand E pour la loi plus et la loi rond, qui sont deux lois de composition interne, est un anneau. Alors, je vous rappelle que pour montrer que quelque chose est un anneau, il faut déjà... Cette chose est un ensemble, bien sûr. Il faut déjà que cet ensemble muni de la première loi soit un groupe commutatif. Mais c'est le cas. Pourquoi c'est le cas? Eh bien parce que ça fait partie de la définition du fait que L de grand E pour plus point est un cas espace vectoriel. C'est l'une des conditions. Donc ça règle le premier problème. Il reste à étudier de la loi rond. On sait que c'est une loi associative. On sait qu'elle a un neutre. Alors le neutre c'est identité de E. Identité de E, qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui va de E dans E et qui a tout vecteur X associe lui-même. D'accord? Oui, mais cette application identité, c'est une application linéaire. Il est clair que ceci est linéaire. On a donc une loi associative qui admet un neutre dans grand L de E. Reste à voir qu'elle est distributive sur plus ou par rapport à plus dans grand L de E. Alors, il y a un point qui est assez clair, c'est ce qu'on appelle la distributivité à droite pour toute avec un S disons, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a trois ici, pour toute application petit f, petit g, petit h de E dans E. Autrement dit qu'on peut composer l'un avec l'autre. Cette égalité est assez évidente. F plus G rond H, c'est F rond H plus G rond H. Pour vous en convaincre, demandez-vous ce que c'est que cette fonction appliquée à X. C'est F plus G appliqué à H de X. Mais d'après la définition de plus, c'est F de H de X plus G de H de X. Et ça, appliqué à un vecteur X, c'est G rond H de X plus G rond H de X, mais c'est donc G de H de X, F de H de X, pardon, plus G de H de X. Vous voyez qu'on obtient les deux mêmes images si on applique ces deux choses à un X de E. Ces deux applications sont égales. Alors, reste à voir que la distributivité marche dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la distributivité à gauche. Je fais ça de l'autre côté du tableau. Alors, cette fois,
toujours pour f, g, h dans L de grand E et x, un vecteur de grand E, il nous faut savoir ce que vaut h rond f plus g. Tout à l'heure j'avais f plus g rond h, là j'étudie h rond f plus g. Pour le savoir, je vais appliquer cette... Ça c'est une application. Hein. Remarquez que j'aurais pu mettre ici des crochets là. J'aurais un peu alourdi la notation, mais ça, j'ai mis une séparation assez importante. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est h appliqué à f plus g, le tout de x. Ça, d'après la définition de la somme de fonctions, c'est h appliqué à f de x plus g de x. Oui, mais, et c'est là où on va avoir besoin de la linéarité de h. Regardez, ça c'est h de f de x plus h de g de x. Et c'est ça qui n'est pas vrai en général dans les ensembles de fonctions. Ici, j'ai utilisé h et linéaire là pour avoir cette égalité. Alors maintenant c'est terminé puisque ça c'est h rond f évalué en x plus h rond g, le tout évalué en x, c'est-à-dire alors h rond f plus h rond g, le tout évalué en x. Là, ça vaut peut-être le coup de mettre des crochets. Donc, vous voyez que cette application évaluée en x, c'est cette application. Ceci est valable pour tout x dans notre ensemble E. Donc, notre application h rond f plus g, c'est h rond f plus h rond g. Bon, autrement dit, grand L de E, virgule plus, virgule rond, est bien un anneau. Alors, quelques notations usuelles dans les anneaux. Pour f appartenant à L de E, on utilise la notation puissance pour désigner la composée plusieurs fois de f par elle-même. Autrement dit, on pose alors une petite convention, mais qui est la même dans tous les anneaux. Hein. F exposant 0, eh bien c'est le neutre de la... Ça c'est un 0, hein, c'est pas rond, c'est F exposant 0. C'est le neutre de la loi rond, autrement dit c'est identité de E. Et pour n appartenant à n étoiles, qu'est-ce qu'on va appeler F exposant n? Alors là il faut faire attention. Quand on parle d'application linéaire et qu'il y a un exposant comme une puissance, ça ne veut pas dire f fois f fois f fois f fois f. C'est important de savoir si on est dans un contexte d'analyse où on multiplie des fonctions quelconques ou dans un contexte d'algèbre linéaire où on compose des fonctions. Quand ici on a affaire à des fonctions linéaires, on se place dans l'anneau E plus rond et l'exposant qui est ici signifie la composée n fois par elle-même. F rond rond f n fois. Remarquez que f exposant 1 c'est petit f. Donc attention à cette notation qui est vraiment particulière à L de grand E. La puissance désigne la composée n fois. Voilà pour cette notation. Alors, on est content entre guillemets parce qu'on sait que dans les anneaux, il y a beaucoup de propriétés
que l'on peut avoir. Je vous en rappelle quelques-unes tout de suite. Alors, la proposition suivante utilise le fait que L de grand E est un anneau. Proposition, alors, attention, il y a une règle pour les égalités remarquables, entre guillemets, dans les anneaux, c'est pour deux éléments qui commutent. Autrement dit, si f rond G égale G rond F, alors, pour n appartenant à grand N, on a f rond G le tout exposant n, ça veut dire f rond G, rond F rond G, rond F rond G, rond F rond G. Alors vous comprenez bien pourquoi il faut qu'elles commutent, parce que f rond G, rond F rond G, rond F rond G, si on veut réunir tous les f pour faire f rond F rond F rond F et faire f exposant n, il faut qu'on puisse intervertir f rond G et G rond F. Dans ces cas-là, on peut mettre aussi tous les G à la fin pour former G rond G rond G rond G, qui fait G exposant n. Toujours à la condition f rond G égale G rond F, on dispose de la formule du binôme. F plus G exposant N, alors attention, ça signifie quoi? D'après ce que l'on a dit précédemment, ça signifie F plus G, rond F plus G, rond F plus G, rond F plus G, etc. N fois. Il faut donc s'adapter à la notation en écrivant somme pour k égale 0 jusqu'à n. Des k parmi n, ça ce sont des scalaires, hein. Des entiers, c'est des éléments de R, donc de K ici, puisque K c'est soit R, soit C. Alors, qu'est-ce que ça fait? F exposant K, ça signifie F rond F rond F rond F K fois, et puis là il y a le rond, G rond G rond G rond G, N moins K fois. D'autre part, vous avez la factorisation, la troisième, enfin c'est les deux identités remarquables, et puis ça, c'est quelque chose qui est pratique pour regrouper les objets quand ils commutent. Quand ils commutent, parce que j'insiste, la loi ronde n'est pas commutative. Autrement dit, c'est pour ça qu'il faut que cette hypothèse soit vraie pour que les trois là soient réalisées, les trois propriétés. Alors, la deuxième identité remarquable, c'est la factorisation de G exposant n moins F exposant n, pardon, moins G exposant n. Je répète qu'ici, ça signifie F rond F rond F rond F n fois. Ceci signifie G rond G rond G n fois. Alors, qu'a-t-on? F moins G. Ici, bien sûr, rond. Rond quoi? Rond la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de F exposant n moins k, rond G exposant n moins k. Alors, les ronds remplaçant la multiplication de l'anneau. Bon, vous voyez que ces ronds peuvent... alors, il est sans doute préférable à mon avis de retenir les propriétés sous cette forme, mais on peut encore simplifier les notations en écrivant, et alors là, attention, seulement pour f et g dans le grand L de E, f rond G égale f G. Mais vous faites attention à cette notation. Alors, on peut réécrire avec cette notation. On peut réécrire alors la propriété ci-dessus. L'hypothèse s'écrira, alors je vais la faire en vert, j'espère que vous la verrez. L'hypothèse s'écrira FG égale GF. Ici, on aura FG exposant n égale F exposant n, G exposant n, F plus G exposant n égale somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, F, n moins k, G, k, et le rien là, c'est rond en fait. Et puis F, n moins G, n égale F moins G, somme pour k égale 0 jusqu'à n moins 1 des F,
N-1 moins K, G, K. Oui, une remarque ici, j'ai permuté, là et là. Vous savez que ça n'a pas d'importance, puisque N-K parmi N, c'est K parmi N. Hop, je l'ai fait, je l'ai réécrit là-haut. Moi, je vous conseille de le réécrire ici, là, sous cette forme, en faisant bien attention que cette notation-là, comme toute simplification, évidemment permet de retrouver des choses que l'on connaît bien, mais il faut comprendre la signification de l'absence de symbole. Ici, ici, ici et ici, qui sont en fait des ronds, des composés. Voilà pour les propriétés importantes à l'intérieur de grand L de E. Alors, nous allons parler dans un instant du groupe des applications linéaires et bijectives de E dans E. Mais avant cela, je vais passer par le point 4, un petit peu plus général, qui concerne la réciproque d'une application linéaire bijective. De toute façon, pour parler de réciproque d'une application, il faut qu'elle soit bijective. Ce qu'apporte ici la proposition que j'énonce, c'est quand elle est linéaire. Soit donc F une application linéaire de grand E dans grand F. Si F est bijective, rappelez-vous, ça s'écrit aussi si F est un isomorphisme de grand E dans grand F, alors sa réciproque est linéaire de grand F dans grand E. Autrement dit, la réciproque d'une application linéaire bijective est une application linéaire. Alors, évidemment bijective. F, la réciproque d'une application bijective, on sait très bien que c'est bijectif. Alors, faisons la preuve, on suppose petit f bijective, et on veut savoir si sa réciproque existe. Une remarque. D'abord, f-1 existe, car f est bijective, et d'autre part, l'application f exposant -1, mais qu'on appelle réciproque de f, est bijective de grand F dans grand E. Alors, elle va de grand F dans grand E, on prend donc deux éléments de f, que j'appelle y1 et y2, deux scalaires alpha et bêta, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que fait l'application de la réciproque de f, d'une part à alpha y1 plus bêta y2, et on aimerait bien que cela soit alpha fois la réciproque de f appliquée à y1, je dirais f exposant -1 ou f -1 plus rapidement, plus bêta fois f-1 de y2. Alors attention, j'aimerais bien que ces deux choses soient égales. Eh bien, je vais profiter du fait que f est bijective. Je vais calculer f de ces deux objets-là. F de ces deux objets-là. Alors, f de f-1 de quelque chose, ça c'est pas compliqué, c'est la définition de la réciproque, c'est cet objet, l'objet qui est entre parenthèses, autrement dit alpha y1 plus bêta y2. Mais ça, regardez, comme f est bijective linéaire, ça fait alpha fois, alors je vais peut-être le mettre là-haut, pour une fois, pour finir. Hop, alpha facteur 2. Hop. Un petit coup d'éponge, pas si magique que ça, alors que d'habitude, il est magique. Donc j'en reviens à cette égale. Il vient alpha fois alpha fois f de f-1 de y1 plus bêta fois f de f-1 de, mes notations c'est
Y2. Là, j'ai utilisé le fait que F est linéaire. Et oui, mais ça fait quoi? Ça fait alpha Y1 plus bêta Y2. Ce qui nous assure, et je termine, hop, la preuve, ce qui nous assure que, alors, l'image par F du premier crochet et l'image par F du deuxième crochet sont les mêmes objets. Comme F est bijective, et en particulier injective, on a ces deux applications-là, enfin ces deux crochets qui sont égaux, c'est-à-dire F-1 ouvrez la parenthèse, alpha Y1 plus bêta alpha Y1 plus bêta Y2 égale alpha fois F-1 de Y1 plus bêta fois F-1 de Y2, ce qui clôt notre preuve puisque on a montré que F-1 est une application linéaire. Donc, à retenir, la réciproque d'une application linéaire bijective est elle-même une application linéaire, et bien sûr bijective. Alors, on va se placer maintenant dans le cas particulier important où E égale F, et où on aura affaire à des applications à la fois linéaires et bijectives de E dans E. Alors, venons-en donc aux applications linéaires et bijectives de E dans E. Je rappelle que E est un cas espace vectoriel. Alors, ces applications, on les regroupera au sein d'un ensemble qui s'appelle GL de E, le groupe linéaire de E qui formera, alors ça s'appelle un groupe, le groupe linéaire parce que c'est un groupe pour la loi rond. On verra ça juste à la fin de ce tableau. Qu'est-ce que l'on a vu? On a vu que L de grand E pour la loi plus et la loi rond est un anneau. Alors, vous savez que dans tous les anneaux, on peut considérer ce qu'on appelle le groupe des éléments inversibles. Alors, pour la loi rond, l'ensemble des éléments inversibles, c'est les éléments de L de grand E, autrement dit les applications linéaires qui sont bijectives. Être inversible au sens de la loi rond, c'est être bijectif. Autrement dit, l'ensemble des éléments inversibles de cet anneau, c'est l'ensemble des applications linéaires bijectives de E dans E. Les applications linéaires bijectives de E dans E. Alors, on le note GL de E, cet ensemble. Alors, on aurait pu mettre un G gothique là devant le L ou un G majuscule devant le L, mais ça fait beaucoup de majuscules, donc on écrit en général le GL d'imprimerie, alors que ce L-là est très souvent un L majuscule cursif. Alors, pourquoi est-ce un groupe? Eh bien, je viens de vous le dire. En fait, dans cette situation, on peut affirmer que quand on est dans un anneau et qu'on réunit l'ensemble des éléments inversibles, ce sous-ensemble, le sous-ensemble des éléments inversibles, forme un groupe. Autrement dit, on peut déjà annoncer que, avec les notations prises, le groupe, alors GL2 rond est un groupe. Alors, vocabulaire, on dit groupe linéaire. GL signifie groupe linéaire. Et dans cette situation, c'est le cours sur les anneaux qui nous permet de dire cela. Juste une petite remarque, c'est que pour F dans L de grand E, F appartient à GL de grand E, si et seulement si F est bijective. C'est ce qui caractérise les éléments de cet ensemble par rapport à celui-là. Vous voyez que GL de grand E est bien sûr inclus dans grand E. On dit que GL de grand E est le groupe linéaire, d'où son nom, groupe linéaire de E.
Voilà pour une petite incise de vocabulaire. Alors, encore au vocabulaire, et je reviens à ma remarque. Pour F, U dans L de grand E, F est dans GL de grand E si et seulement si F est bijective. Autrement dit, si et seulement si elle est bijective et linéaire de E dans E, vous savez que dans ces cas-là, on dit un automorphisme. On dit iso pour les applications linéaires qui sont bijectives, et auto quand elles sont bijectives d'un ensemble dans lui-même. Autrement dit, GL de E, c'est aussi, plutôt que d'écrire ça, l'application linéaire bijective de E dans E, on peut dire des automorphismes de E. Voilà pour ce groupe. Alors quand on a un groupe, c'est pratique, on sait qu'on a beaucoup de propriétés. Je vous les rappelle tout de suite et je conclus sur la structure finale de cet ensemble L de grand E. Alors, profitant de la structure de groupe de GL de grand E, on peut affirmer que cette propriété est vraie sans avoir besoin de la démontrer. Je vous renvoie au cours pour les anneaux, si vous voulez faire tout cela. Le neutre de rond, c'est-à-dire identité de E, est dans l'ensemble de GL de grand E. Alors ça, c'est une évidence. Elle est à la fois linéaire, bijective de E dans E. Elle est donc dans GL de grand E. Maintenant, pour tout F et G dans GL de grand E au carré, c'est-à-dire deux automorphismes, leur composé est encore dans GL de grand E. La composée de deux automorphismes est un automorphisme. Alors attention, avec quelque chose qui est important de se rappeler, c'est que la réciproque d'une composée, c'est la composée des réciproques, mais dans l'autre sens. Faites attention à cela. Alors, une remarque, on aurait pu écrire, là encore avec la notation simplifiée, FG appartient à GL de grand E et FG le tout moins 1 égale G moins 1 F moins 1. Ici, avec cette notation en vert, et que j'espère que vous voyez bien, je n'utilise plus rond, mais j'omets ce symbole. Enfin, une troisième propriété, assez évidente là encore, si F est dans GL de grand E, je vous rappelle, linéaire et bijectif de E dans E, alors sa réciproque aussi, et la réciproque de sa réciproque, c'est petit f. Un petit complément de vocabulaire, pour finir quand même sur un mot important, on a vu que L de grand E est à la fois un K espace vectoriel, pour les lois plus et point. Alors là, je vous rappelle, plus c'est l'addition des applications linéaires, l'addition des applications. Point, multiplication d'une application par un scalaire. Mais c'est aussi un anneau pour les lois plus que je viens d'évoquer et rond. Ici, c'est composé des applications. Et de plus, on a une propriété pour les scalaires, c'est-à-dire le fait que les deux lois externes, là, d'une part, et rond d'autre part, vous voyez que les lois plus et points ont des liens parce que ça, c'est un espace vectoriel. Les lois rond et point ont la propriété suivante. Regardez, pour tout scalaire K, si je fais lambda fois l'application f rond g, j'ai l'application lambda f rond g ou f rond lambda g. Ça se vérifie tout de suite en appliquant ça à un élément x de E. Et ici, bien sûr, c'est quel que soit fg appartenant à g L de grand L de E au carré, c'est-à-dire notre ensemble des endomorphismes, les éléments qui sont dans L de E, ça là, ce que j'appelle L de grand E depuis longtemps, on dit aussi l'ensemble des endomorphismes de E. Alors, on dit que l'ensemble des endomorphismes de E ou L de grand E pour les lois plus rond et point, ça s'appelle une K-algèbre. Une K-algèbre.
Alors, une remarque, on en a déjà rencontré une de cas algèbre. Et là, si j'étais en classe, je poserais la question. J'espère que certains d'entre vous ont tout de suite la réponse. C'est la cas algèbre des polynômes. Dans l'ensemble des polynômes, on peut faire à la fois une addition. Attention, rond, c'est pas rond, c'est fois, et point. Donc une autre cas algèbre que l'on a déjà vue, c'est k de x plus fois point. Alors, voilà qui achève en grande partie ce cours, en tout cas pour ce qui concerne les opérations sur les applications linéaires. Je rajoute un petit point sur deux types d'applications linéaires que vous devez connaître. Les formes linéaires et les homothéties. Le cours suivant portera sur deux autres types d'applications linéaires particuliers, mais qui nécessitent un développement plus important, c'est les projecteurs et les symétries. Donc on finit sur les formes linéaires et les homothéties. Notion de forme linéaire, donc, qui est quelque chose qui va avec les hyperplans. Alors, forme linéaire, en fait, ce n'est qu'un rappel, soit grand E plus point un K espace vectoriel, ce qu'on appelle une forme linéaire sur E, c'est une application linéaire de E dans K. La définition a déjà été donnée précédemment. On dispose donc d'une notation pour l'ensemble qui regroupe toutes ces applications, c'est L de grand E dans K. Un linéaire de grand E dans K. Alors, on notera parfois, mais vous le ferez, c'est de moins en moins le cas parce que la notion de dualité a disparu des programmes. On le notera parfois E étoile, mais retenez plutôt évidemment celui-là. Alors, quelques exemples. Alors déjà, l'exemple le plus important, en tout cas, celui qu'on a pu étudier dans les cours précédents, c'est les applications linéaires qui vont de k exposant n. Vous vous rappelez que k exposant n, c'est l'ensemble des n uplés d'éléments de k, et c'est un k espace vectoriel. Les applications linéaires, donc, je disais, qui vont de k exposant n dans k, puisque k, c'est le corps de base de k exposant n. Alors là, il n'y en a pas autant que... Enfin, il y en a évidemment une infinité, mais elles sont toutes de la même forme. Elles sont toutes de la forme qui est un vecteur x1, x2 jusqu'à xn, associe le scalaire à 1x1 plus a2, x2 plus an, xn, où les a1, a2 jusqu'à an sont évidemment préalablement fixés. D'accord? Alors, ça est une application linéaire de k exposant n dans k, c'est donc une forme linéaire sur k exposant n, et toutes, on a vu, là encore, une propriété disant que toutes les formes linéaires sur k exposant n sont de cette forme. Alors, un deuxième exemple qui est très courant, c'est l'évaluation. Quand on évalue quelque chose en un scalaire, on a une forme linéaire. Regardez par exemple, alors j'ai fait ça avec les polynômes, mais on pourrait faire ça avec des ensembles de fonctions. Là, j'ai fait ça avec un polynôme. Quand on prend une application qui va de k dans x dans k, alors k est bien le corps de base, ça c'est k1, k est bien le corps de base de k de x, l'ensemble des polynômes. L'application phi qui a un polynôme p associe p évalué en a, est bien sûr linéaire, alors ça se vérifie très simplement. Hein. Attention, comment? En appliquant phi, alors ça je peux peut-être l'appeler phi a, hein, phi a est fixé, là. A est fixé. Ici ça veut dire que lambda p plus q évalué en a, c'est lambda fois p évalué en a, plus q évalué en a. D'accord? Il faut ici le a n'est pas ce dont il s'agit de tester ou non l'image, non, il faut remplacer ici p par lambda p plus q évalué en a. Donc l'évaluation en a est linéaire. Une autre fois où on a prononcé le mot de linéaire alors que le résultat est un réel, c'est quand on a parlé d'intégrale. Donc regardez, le dernier exemple que j'ai choisi de mettre ici, c'est la fonction phi qui en fait s'appelle l'intégration sur le segment AB. Bon, j'ai pris C0, on peut mettre à la limite continue par morceau. Voilà, ici au départ l'ensemble des fonctions continues par morceau de l'AB dans R. Phi va de là, dans R,
Et à une fonction petit f, elle associe son intégrale de a à b de petit f. Alors, je vous rappelle, l'intégration est linéaire. Donc, phi, ici, est une application linéaire de cet espace, qui est un R espace vectoriel dans R. C'est donc une forme linéaire sur cet espace. Bon, on rencontrera d'autres exemples, je citerai à chaque fois quand il s'agira d'une forme linéaire. On en vient au mot qui suit là, hyperplan. On appellera hyperplan le noyau d'une forme linéaire. Je vous dis ça tout de suite. Alors, on prendra ici, comme dans le polycopier, comme définition, la définition suivante de hyperplan. Donc, un hyperplan de E, je vous rappelle que E est un K espace vectoriel, c'est le noyau d'une forme linéaire sur E. Hop. Je rappelle ce que c'est que le noyau, hein. L'ensemble des vecteurs de E, je vais peut-être le rappeler là-haut, là. Si phi, je vais me mettre ici, là, si phi appartient à linéaire de E dans K, qu'est-ce que c'est que son noyau? Le noyau de phi, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que phi de x. Alors regardez, là c'est intéressant, le 0 ici, ça doit être le 0 de l'espace d'arrivée. Donc en général on ne met pas 0 flèche, puisque ici c'est le 0 de K. Oui, ça c'est quand même un rappel important quand on parle de noyau. Noyau, hein, ça va, hop, ça va avec. Alors une propriété immédiate, c'est que un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de grand E. Oui, parce que tous les noyaux sont des sous-espaces vectoriels, on l'a vu. Donc un hyperplan est un sous-espace vectoriel. Alors, l'exemple important, et j'en prends qu'un seul, parce que quand on aura affaire à des hyperplans, je vous le signalerai par ailleurs, c'est celui des hyperplans de K exposant N. Alors, je viens de dire là qu'on a montré que toutes les formes linéaires sur K exposant N étaient celles qui a un vecteur x1, x2, xn associé ce scalaire-là. 1 x1 plus a2 x2 plus 1 xn. Autrement dit, on peut énoncer la propriété suivante, soit H une partie de K exposant N. H est un hyperplan de K exposant N, si et seulement si, c'est le noyau d'une des formes linéaires que je viens d'évoquer. Autrement dit, si et seulement si, il existe des scalaires, A1, A2, jusqu'à AN, tels que H est ce fameux noyau. Alors, en remplaçant phi par l'application qui a x1, x2, xn associe ce scalaire, H est l'ensemble des x1, x2 jusqu'à xn appartenant à K exposant N, tels que 1 x1 plus a2 x2 plus an xn égale 0. Vous voyez que, alors dans R2 par exemple, qu'on peut assimiler au plan, l'équation d'un hyperplan c'est ax plus b égale 0. Ça correspond à une droite. Dans l'espace qu'on peut assimiler à R3, l'équation d'un hyperplan c'est ax plus by plus cz égale 0. Hein, je prends xy quand il n'y en a que 2 et xyz quand il y en a 3. Donc vous voyez qu'on appelle ça hyperplan parce que ça généralise en fait la notion de plan dans l'espace. Alors faites attention parce qu'un hyperplan dans un espace de dimension 2 c'est une droite. Un hyperplan dans un espace de dimension 3 ça sera vraiment un plan. Et seulement dans ce cas-là. Sinon on appellera ça toujours donc hyperplan. Alors voilà, il me reste une dernière chose à vous dire. C'est ce que c'est qu'une homothétie vectorielle, mais ce sera très bref. Bien, pour conclure, parlons des homothéties vectorielles. Bon, c'est une notion très simple. Définition.
une homothétie de grand E. Je rappelle que grand E est un K-espace vectoriel. On dit aussi une homothétie de grand E dans grand E. Est une application de la forme suivante. Lambda étant fixé dans K, lambda étant un scalaire, H lambda va de E dans E, et à tout vecteur X, elle associe lambda fois X. Alors, on dit que H lambda est l'homothétie vectorielle de rapport lambda. Une remarque, si vous avez suivi le cours sur la possibilité de multiplier une application linéaire par un scalaire, remarquez qu'une écriture simple de H lambda, c'est lambda fois l'identité de E. On dit que lambda est le rapport de cette homothétie. Alors justement, le fait que ce soit lambda fois identité de E et que l'identité de E est une application linéaire, on voit tout de suite, et c'est une propriété très simple, que H lambda est une application linéaire de E dans E. Ici, pour ces notations, là, vous avez lambda et lambda prime qui appartiennent à K carré. Alors, la composée de deux applications, de deux homothéties, c'est l'homothétie dont le rapport est le produit. Et ça marche dans un sens ou dans l'autre, puisque ici, H lambda, lambda prime, c'est H lambda prime, lambda. Et alors, on montre facilement que cette application est bijective, autrement dit, elle est non seulement linéaire dans E, mais c'est un automorphisme de E, bijectif et linéaire, si et seulement si lambda n'est pas nul. Dans ce cas, la réciproque de H lambda, c'est l'application H dont le rapport est 1 sur lambda. Alors, pour achever ce cours, vous pouvez de façon facultative faire l'exercice 15 proposé par le poly. Vous voyez, quand j'écris un petit EX, c'est les exercices du poly, et grand EX, c'est les exercices de nos TD. Celui-là, bon, il est assez classique, mais un petit peu délicat. Il est vraiment facultatif. Alors, voilà qui achève notre cours d'aujourd'hui. Le suivant portera sur les projections et les symétries vectorielles. Projecteur et symétrie. Il correspond au point 6.9 du polycopier. Alors attention, n'allez pas plus loin dans la lecture du poly. Restez-en à 6.9 pour la prochaine fois. Le paragraphe 7, je le ferai de façon beaucoup plus brève, en adoptant des notations beaucoup plus simples. Il me semble que c'est préférable. Voilà, je vous dis à bientôt.